Moi, je vais vous parler de la gestion du pâturage pour essayer d'adopter des bonnes pratiques. Ça va être surtout des grands principes parce qu'il va falloir adapter aux propriétés et aux contraintes de chaque élevage. Donc, pour ce faire, il y a quelques prérequis qu'il faut bien comprendre pour pouvoir travailler intelligemment. C'est d'abord que le parasitisme, c'était quelque chose qui est inévitable à partir du moment où les animaux vont dehors. Par contre, ces animaux, ils ne sont pas complètement sans défense vis-à-vis du parasitisme et ils peuvent acquérir une certaine immunité. Donc il est important de ne pas détruire cette immunité. Cette immunité va se construire au fil du temps à force de contact avec les parasites et le système immunitaire des brebis. Si on traite trop souvent ou avec des molécules qui sont trop rémanentes, on va empêcher ce système immunitaire de se mettre en place. Donc c'est pour ça qu'il faut y faire très très attention. Le parasitisme, donc ces strongles, on va essentiellement parler de strongles gastro-intestinaux. On a deux phases. On a une phase qui va être au sein de l'animal, donc vous avez la partie 3, et on a une phase qui est complètement extérieure, environnementale. Donc les parasites les moutons vont pâturer de l'herbe et vont ingérer des œufs. Ces œufs vont ingérer des larves. Les larves ingérées vont se développer en adultes. Les adultes, on a des mâles, on a des femelles, vont se reproduire et il y a des œufs qui vont être à nouveau pondus sur le pâturage. Ces œufs vont évoluer dans l'environnement en larves de stade 1, de stade 2, de stade 3. Donc tout ça, ça va mettre un temps variable en fonction au niveau de la phase environnementale. La phase interne dans les brebis, elle est à peu près toujours équivalente. Il faut compter 2 à 3 semaines. À partir du moment où les animaux ont mangé des larves, il faut à peu près 2 à 3 semaines avant qu'on retrouve des œufs dans les crottes. Au niveau de la phase dans l'environnement, elle va être très très dépendante des conditions météo et de la température. Les larves vont avoir besoin de chaleur et d'humidité pour pouvoir évoluer. Donc tout ce qui va pouvoir interférer avec cette chaleur et cette humidité va impacter l'évolution de ces larves. Donc des hivers très froids, très secs, va permettre de tuer beaucoup de larves. Des étés très chauds, très secs, va déshydrater les larves qui vont également davantage mourir. La pratique sur les pâtures va également interférer, c'est-à-dire que si on tout ce qui est fauche ou bien tout ce qui est renouvellement de pâture va détruire des larves. Après, il faut avoir bien en tête que les ovins et les bovins et les chevaux n'hébergent pas les mêmes larves. Donc le fait de faire un pâturage en alternant les espèces va également permettre de diminuer la pression parasitaire sur les pâturages. Vous mettez des bovins après des ovins ou même en même temps. Les bovins vont servir d'aspirateur pour les larves des parasites des ovins et réciproquement. Donc c'est également une méthode. Les animaux adultes ont déjà acquis une certaine immunité, donc eux vont mieux encaisser le parasitisme. Donc mélanger des animaux jeunes qui n'ont pas d'immunité et des animaux adultes va permettre également de mieux maîtriser le pâturage. Donc c'est à partir de ces différents éléments qu'il va falloir construire son parcours. Donc là, on a des pratiques qui sont absolument à éviter. Donc le pâturage en dessous de 6-7 cm d'herbe, parce que chaleur, humidité, les larves, elles vont se planquer plutôt au ras du sol pour éviter la luminosité et éviter la sécheresse sur le haut de l'herbe. C'est laisser les animaux sur des parcelles où ils ont pâturé déjà tout l'été, parce que là, on a un recyclage de ces parasites
qui font que très vite, on va avoir une augmentation du parasitisme qui va être plus ou moins importante en fonction de si on a un été chaud et humide, ce qui arrive assez souvent chez nous, ou si on a un été plutôt sec. Sur un été chaud et humide, on est sur des pics qui sont beaucoup plus importants que sur un partant froid ou sec. Prolonger la saison de pâturage des jeunes, de ces jeunes qui n'ont pas encore leur système immunitaire mature, ben, c'est une pratique qui va être à éviter parce qu'on en fait des machines à recycler les parasites. Et puis réserver toujours la même parcelle pour la mise à l'herbe des jeunes. C'est des animaux qui ne neutralisent pas les parasites, donc qui vont recycler. Par contre, des pratiques à favoriser, c'est alterner le pâturage avec d'autres espèces, là, comme je vous ai dit. Hein, les autres espèces vont servir d'aspirateur par rapport à les bovins par rapport aux ovins, les ovins par rapport aux bovins, ou même utiliser des chevaux. Les anciens disaient que sur une exploitation, il fallait les 3 dents. Les bovins, les ovins, les chevaux. Donc ils avaient déjà compris beaucoup de choses. De la même façon, moi j'ai entendu des vieux bergers qui disaient il ne faut pas sortir les brebis tant qu'il y a la rosée, parce que tant qu'il y a la rosée, on peut avoir les larves en haut des pousses d'herbe. Une pratique, mélanger les animaux humains avec des animaux qui sont plus sensibles, ce qui va permettre de limiter le recyclage donc des adultes avec des jeunes, alors qu'il y a quelques années, on préconisait surtout de ne pas mélanger. Limiter le chargement, faire des coupes intermédiaires pour diminuer le parasitisme et viser un retour tous les 2 mois, là, avec une durée de pâturage maximale de 2 semaines pour chaque parcelle. Voilà à peu près ça, ce sont des grands principes. Après, il faut construire son parcours en fonction des contraintes propres de chaque exploitation. On va vous passer un témoignage. Je pense que plutôt que des grands discours théoriques, le témoignage d'un éleveur qui a été confronté à cette problématique va peut-être plus vous parler. Bonjour, donc c'est Beñat Biscay du GAEC Paradis à Barcus. Donc je suis en GAEC avec ma compagne Véronique Carriorbe. On est sur une exploitation de 38 hectares de SAU. On a 2 ateliers, un atelier brebis laitière race basco-béarnaise d'un effectif de 230 adultes et 70 agnelles. Et à côté de ça, on a un atelier de blondes d'Aquitaine où on a 18 mères et 8 génisses. On a eu de gros soucis de parasitisme avec des résistances à l'éprimectine et à l'ivermectine. Suite à ça, par le biais du centre ovin et de l'école vétérinaire de Toulouse, on a réfléchi à mettre en place différentes choses, dont le pâturage cellulaire qu'on a pratiqué le printemps dernier, du 15 février jusqu'à la montée en estive au 20 mai. On a mis en place un parc par jour, à peu près de 50 par 50, sur lequel donc on passe un jour. Le lendemain, on fait la même chose sur un autre parc et ainsi de suite jusqu'à que la parcelle soit pâturée. Après, on repasse sur cette parcelle à peu près le même procédé, mais on fait passer les vaches au bout de 20-25 jours. Et les brebis ne reviennent sur cette parcelle que 50 jours après. On a réussi, parce qu'on a un parcellaire aussi qui le permet, à tenir jusqu'au 20 mai, jusqu'à monter en estive, sans que nos brebis repassent sur ces parcs en dessous de 50 jours. Donc au sujet des parcs, c'est assez contraignant à mettre en place. Bon, il faut pas, ça a un petit coût, c'est le coût des filets, c'est pas non plus excessif. En inconvénient, pour ma part, je vois que ça, quoi. Je vois que la mise en place et l'achat des filets. Après, pour le reste, j'y vois quasiment que des avantages sur la pousse de l'herbe, des prairies moins surpâturées, avec un passage des vaches derrière qui valorise le reste de l'herbe, donc très peu de gaspillage, des prairies qui se regarnissent aussi plus, dû au non-surpâturage. Bon, certes, c'est contraignant, mais ça vaut le coup, on s'y retrouve derrière à tout point de vue. On a mis en place un suivi copro, qui a été effectué donc juste avant de rentrer en bergerie. C'était donc fin novembre, les brebis étaient parasitées. Donc on a effectué un traitement avant de rentrer en bergerie et après on est resté 3 mois dedans. On est sorti le 15 février. Un mois après on a fait une copro qui nous a montré que les brebis n'étaient pas parasitées du tout. Donc là on est parti sur une autre copro début mai, juste avant l'IA.
Et celle-là aussi était bonne, quoi, toujours pas de traitement. Et la dernière copro qu'on a effectuée au mois de juillet, vers la mi-juillet, juste avant l'arrêt de traite. Et là, on a vu, du fait qu'on est en estive, qu'il y a aussi un peu de mélange avec d'autres troupeaux et tout ça, que les brebis étaient un peu plus infestées. Donc là, on a pu effectuer un traitement. Le suivi copro est très intéressant pour voir l'état sanitaire de nos brebis. Et ça nous a, à nous, permis d'être rassurés et de voir que, donc, par rapport au pâturage cellulaire, c'était un peu contraignant, mais que ça portait ses fruits. Et ça nous a aussi surtout évité de faire des traitements en veux-tu, en voilà. Bonjour à tous. Je suis Bordeléa de l'école vétérinaire de Toulouse. Et du coup, je suis doctorante dans le service de parasitologie. Et je vais vous parler aujourd'hui donc, du coup, de ce qu'a dit Beñat, c'est-à-dire le suivi copro en élevage. En pratique, je vais surtout vous parler de comment on réalise une bonne copro pour faire un suivi. Puis ma collègue Sophie vous présentera un peu plus comment on fait du monitoring après sur du suivi de troupeau. Donc tout d'abord, il faut savoir que la coprologie, c'est un outil très simple, pas cher, de l'ordre de 10 à 15 euros, qui est valable pour toute la vie de l'animal, de l'agnelle à presque la réforme, et qui est représentatif de son d'infestation de l'animal par les strongs gastro-intestinaux. Donc vous avez là un outil hyper pratique pour pouvoir suivre en temps réel l'infestation de vos brebis sur vos pâtures. Il y a deux façons de réaliser une coproscopie. Il y a une prise de matière fécale qui est toujours individuelle, avec une analyse derrière qui peut être individuelle, ou bien vous pouvez choisir de faire des analyses de mélange pour pouvoir évaluer une moyenne d'infestation dans un lot. Donc c'est plutôt ce qu'on utilise pour monitorer, mais Sophie vous l'expliquera un peu plus en détail. L'échantillonnage, c'est très simple. Vous prenez des matières fécales directement dans le rectum des animaux, vous les conditionnez individuellement dans des gants, des pots, voilà. Vous notez bien le numéro d'identification de l'animal et vous l'envoyez au laboratoire ou chez votre vétérinaire s'il réalise des coproscopies pour analyse sous maximum 5 jours. Vous pouvez les réfrigérer pour éviter l'évolution des œufs en larves, vu qu'on compte les œufs dans les matières fécales, mais il ne faut surtout pas les congeler. Les résultats que vous obtenez, ce sont donc ce qu'on appelle des œufs par gramme de matière fécale. Donc vous avez le nombre d'œufs excrétés par l'animal. Et en fait, cela représente indirectement l'infestation des vers que contient l'animal. Il faut savoir que les résultats, il faut toujours les interpréter avec votre vétérinaire traitant parce qu'il y a des petites subtilités, des petits biais qui vont rendre un peu difficile l'interprétation seule, à savoir que déjà, les animaux n'excrètent pas forcément de manière identique les parasites en fonction de leur stade physiologique. Par exemple, si vous êtes proche de l'agnelage ou si vous êtes une brebis en lactation ou pas. Vous avez aussi les pressions parasitaires des prairies qui vont être variables et qui vont du coup induire, pour un même niveau d'excrétion en fonction de différents élevages, un traitement ou non. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très important. De vous référer toujours au vétérinaire traitant si vous réalisez des suivis copro pour avoir un monitoring sur l'année. Un point hyper important aussi pour la coproscopie, c'est de se souvenir que c'est une image à un instant T. C'est-à-dire que quand vous prenez le prélèvement, vous regardez l'infestation à ce moment-là de l'animal. Ce n'est pas l'infestation qu'elle avait il y a 2 semaines et ce n'est pas l'infestation qu'elle aura dans 2 semaines éventuellement. Donc il faut bien se rappeler que vous regardez à ce moment-là l'infestation qu'elle a. C'est un phénomène dynamique, donc forcément il y a des évolutions entre l'animal qui va lutter contre les parasites et les parasites qui vont lutter contre l'animal. Donc voilà, il faut bien garder ça en tête. Sophie. Merci. Donc, je m'appelle Sophie Jouffroy, je suis vétérinaire et actuellement en thèse universitaire au service de parasito de l'école vétérinaire de Toulouse. Alors moi, ce que je vais essayer de détailler, sachant que ça reste un peu dans les grandes lignes, c'est finalement comment on va se servir de l'outil coprologique dans son exploitation. Alors on peut définir un peu différentes catégories d'utilisation. L'idée, c'est toujours de se dire, on va essayer d'affiner un peu sa connaissance de la situation parasitaire dans l'élevage, comme c'est décrit par Beñat dans la vidéo, pour pouvoir anticiper et ne pas attendre qu'on ait des symptômes trop importants avant de traiter, ou justement
de ne pas traiter de façon systématique quand il n'y en a pas besoin. L'idée, c'est de se dire, un animal va s'infester au pâturage. Donc, à partir du moment où un animal pâture, ça peut être intéressant de suivre la situation parasitaire. Mais, comme l'a précisé Corinne, le cycle va durer au moins 3 semaines entre le moment où l'animal mange la larve et l'excrète des œufs. Donc, à partir du moment où ils sortent au pâturage, la première copro, on va la faire environ 3 semaines, 1 mois après la sortie. Ensuite, en fonction des résultats, on peut arriver à répéter les copros pendant la saison. Quand on les répète pendant la saison de pâturage, ça peut être intéressant de les espacer toutes les 3 semaines, 1 mois. Sachant que la fréquence de répétition des copros, ça peut aussi dépendre de finalement si on a traité. À ce moment-là, on va attendre au moins 1 mois après le traitement pour refaire une copro. Sauf si on est dans le cas d'une coprologie, à ce moment-là, de contrôle d'efficacité d'un traitement. Après, on peut essayer aussi de cibler le moment en copro, de faire une copro à un moment de production important. Par exemple, avant la mise à la lutte, comme a précisé Beignat, c'est ce qu'il avait fait. Ou avant la rentrée en bâtiment, qui, dans certains systèmes, peut correspondre aussi au moment des mises bas. À ce moment-là, c'est intéressant aussi de faire des copros. On peut aussi se servir... on peut aussi faire des copros au moment d'introduction d'animaux dans son cheptel, surtout si c'est des animaux qui ont pâturé précédemment. C'est très intéressant de faire des copros au moment de l'introduction. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on recommande très fortement de faire des copros après traitement. Donc, si on traite, souvent l'intervalle de temps, ça va être 14 jours après traitement, on fait des copros pour voir s'il reste des œufs ou pas. Et s'il reste des œufs, à ce moment-là, il faut en discuter avec le vétérinaire, lui dire voilà, on a une suspicion en tout cas d'une baisse d'efficacité, il se passe quelque chose. Donc dans le fascicule, vous verrez des délais indicatifs, souvent c'est 14 jours, il y a certaines molécules pour lesquelles le délai peut être un peu raccourci. Et si on fait des copros, finalement, on va souvent faire des copros de mélange dans le cas de surveillance au niveau d'un cheptel. Et ce mélange, on va le faire. Alors, selon un peu, ça peut être différent selon les exploitations. Très classiquement, ce qu'on fait, c'est quand même de vérifier ce qui se passe chez les primipares. Donc, on va faire un lot de 10 brebis, un prélèvement individuel sur 10 animaux, par exemple de primipares, et un prélèvement individuel sur 10 animaux multipares. À ce moment-là, on va avoir deux copros qu'on va pouvoir comparer. Est-ce que la situation est différente chez les jeunes, qui sont finalement moins immunisés, et chez les brebis plus immunisées, qui ont déjà eu plusieurs mises bas. On peut aussi, par exemple, avoir des symptômes différents. On peut avoir des brebis, un lot de brebis qu'on trouve moins en état. À ce moment-là, on peut prélever un lot de brebis moins en état et un lot de brebis plus en état, et voir si la différence d'état est due à une différence de situation parasitaire ou alors autre chose. Dans ce cas-là, il faut explorer. Voilà, tout ça, c'est encore une fois, c'est des grandes lignes. Et nous, ce qu'on fait, c'est on a des calendriers selon les élevages, selon le type de production. On se sert de ce calendrier pour essayer de s'y retrouver et surtout, à un moment donné, de se dire c'est vrai qu'à cette période-là, il faut que je fasse une copro pour arriver à s'y retrouver et à y penser au moment où c'est opportun. Donc on a vu le suivi copro, on a vu la gestion des pâturages. Ce n'est pas uniquement les seules solutions qu'on a explorées pour lutter contre les strongles en brebis laitières et en brebis allaitantes d'ailleurs. On a aussi exploré des solutions d'utilisation de plantes qu'on appelle, de plantes riches en tanins en fait. Ce sont des plantes qui auraient des propriétés antiparasitaires. Donc on a testé 2 formulations. Moi, je vais vous en présenter une et puis Jean vous présentera une deuxième formulation. On a testé donc du coup des concentrés riches dans ces plantes en tanins qui auraient des propriétés antihelminthiques. On a utilisé donc ces concentrés en cure, que ça soit c'est généralement soit en cure continue, soit en cure ponctuelle. Dans tous les cas, je vais rester très succincte. C'était un coup sur les agneaux en continu au pâturage et plutôt un en cure ponctuelle en bergerie pour des brebis. On a évalué les intensités d'excrétion au début de la cure et à la fin de la cure sur un lot qui avait reçu le complément alimentaire et sur un lot qui ne l'avait pas reçu.
dans les deux études. Et bon, la conclusion qu'on a, qui est assez simple, c'est qu'on n'a pas vu de différence avant et après le complément. Et la seule différence qu'on a vue sur l'excrétion, c'est la note d'état corporel. Les brebis qui étaient plus maigres excrétaient plus d'œufs de strongle que les brebis qui étaient en meilleur état. Voilà, ça c'est assez rapide. Donc, bonjour à tous, donc Jean Bedou de la Chambre d'agriculture. Donc, comme l'a dit Léa, moi je vais vous présenter plutôt une autre méthode qui consistait à faire via les fourrages. Donc les essais, c'était remplacer donc soit le foin de luzerne par des granulés de Saint-Fouan, enfin une partie par des granulés de Saint-Fouan, soit par du foin de Saint-Fouan. Et donc ça, c'était le premier essai, donc avec des fourrages secs. Et un deuxième essai au pâturage, en remplaçant des pâtures classiques graminées légumineuses par des pâtures à base de chicorée. Et donc pareil que précédemment, on regardait l'effet sur les animaux, mais aussi ensuite sur la qualité du lait et sur la qualité des fromages au final. Donc sur le Saint-Fouan, que ce soit sur les granulés ou le fouan, on n'a vu aucun effet sur l'excrétion des parasites et aucun effet sur les fromages au final. Sur le pâturage de la chicorée, la première année, on n'a rien vu parce qu'en début d'essai, il y avait trop de parasites, donc l'éleveur a dû traiter. Mais par contre, la seconde année, ce qu'on a vu, c'est une baisse d'excrétion des parasites suite à l'essai. Et sur la qualité des fromages, on a observé, mais seulement une année sur deux, une détérioration de la qualité des fromages avec le pâturage de la chicorée, avec un goût, on peut dire, animal qui s'est développé suite au pâturage de la chicorée. Voilà. Et on a d'autres essais en cours sur le pâturage de ces espèces dans le cadre d'un autre projet et on aura d'autres résultats très prochainement.